tout de suite. Émission. De nous avoir choisi. Voici votre émission en toute franchise qui reçoit Crispin Saloumou. Crispin Saloumou, c'est le secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba. Il va faire son entrée dans ses studios. Hey yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci d'être venu chez nous. Vous avez le casque. Tous les plaisirs est pour nous que de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes le deuxième invité. Je rappelle que vous êtes le secrétaire interfédéral de l'UNC, Lualaba. Et quand on parle de l'UNC, on parle de Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de lui aussi par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout le monde parle élection à venir. Ben, il faut dire qu'il y a de petits flottements. Ben, bon, les gens disent que c'est aussi parce que Vital Kamerhe avait accepté cette main-là de l'AMP. Et aujourd'hui, tout ne baigne plus dans l'huile quand même, il faut le dire. Merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. C'est pour nous un honneur d'être reçu pour la première fois ici et sincèrement nous vous dire merci. Nous tenons et commençons par saluer tous ceux-là qui nous suivent à travers Wangu Télévision. C'est vraiment pour nous un plaisir, ça je suis certain. Alors, est-ce que Vital Kamerhe a fait un lit pour l'AMP afin qu'elle puisse glisser ou à Joseph Kabila pour qu'il reste là au pouvoir? Bonne question. Je crois que à la question, je voudrais l'aborder beaucoup plus comme nationaliste et non pas d'abord comme secrétaire interfédéral à l'UNC ou représentant de Vital Kamerhe. Puisque, je le dis toujours, et ça c'est l'école politique que moi j'ai apprise à l'UNC, pour ce qui est des questions de la nation, nous devons nous départir de nos passions, de nos préjugés, du fanatisme et autre chose, mais nous devons voir d'abord l'intérêt supérieur de la nation. C'est vrai, mais beaucoup de gens se sont laissés entraîner, emporter dans les discours politiciens. Le dialogue a-t-il commencé avec Vital Kamerhe? La réponse est non. Tout le monde le sait très bien. Quand l'AMP, et particulièrement Joseph Kabila, voulait ne pas organiser les élections en fin 2016, c'est-à-dire la fin de la législature, l'AMP a commencé beaucoup de dialogues, 4 ou 5 fois avec l'UDPS. Bien sûr. Pourquoi? Puisque l'UDPS était venu deuxième à l'issue des élections de 2011. Ce n'était pas n'importe quelle formation politique, ça, il faut le reconnaître. Et il y a eu des dialogues à Ibiza, à Venise, à Monaco, en France, à Saint-Raphaël, ainsi de suite. Et là, Vital Kamerhe ne le savait pas, ça nous devons le dire ainsi. Et c'est ça la vérité. Alors, c'est vrai quand Kabila a lancé le processus de dialogue fin 2015-2016, nous, l'UNC et d'autres formations politiques de l'opposition n'étaient pas d'accord avec cela. Et qu'est-ce qui a fait que l'on ait vu Vital Kamerhe à la Cité de l'Union africaine? Les choses sont assez claires. Nous nous étions retrouvés devant une situation de fait. Et il y a un principe politique qui dit à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Et là, la République ou la nation congolaise courait deux dangers.
Le premier était la suppression de la Constitution de la République, puisque la Constitution régit le fonctionnement des institutions de la République. Il n'y a pas eu élection en 2016, que deviendrait la RDC au-delà du 19 décembre? Puisqu'il n'y a pas eu élection, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et dans la démarche de l'AMP, il fallait nous mettre devant une situation de fait. Soit Kabila devait suspendre la Constitution, ce qui était légal pour lui, soit nous nous étions retrouvés dans le cas de la non-constitutionnalité et de l'illégitimité de toutes les institutions. Et à cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, finalement, il y a cet accord de la Saint-Sylvestre. Vital Kamerhe va avoir, je crois, 4 postes. Et puis après, il va le perdre. Boji Sangara, ministre du Commerce extérieur, il est parti comme ça. Non, Remercie en monnaie de singe, finalement. Non, j'y arrivais, et sûrement que j'allais en venir. Alors, il y a eu les tractations à la cité africaine avec Edom Kodjo comme facilitateur, et Vital Kamerhe était le co-facilitateur au nom de l'opposition. Et d'autres politiques, et particulièrement sur l'opposition, qui s'étaient retrouvés presque un peu lésés, je pèse les mots, puisque ça il faut se le dire. Lorsque les comités préparatoires étaient en train de faire les travaux, Vital Kamerhe n'était même pas au pays. Lorsqu'il a été désigné comme co-modérateur au nom de l'opposition politique, il n'était pas là. C'est Sami Badibanga qui représentait l'opposition, et toutes les formations politiques avaient désigné Vital Kamerhe comme modérateur de l'opposition à la place de Tshisekedi, qui était déjà au pays puisqu'il est venu ici depuis le 17 juillet. Et comprenez que, bon, ce qui est vrai, les Congolais aiment bien le fanatisme et consorts. Comme on n'a pas vu Tshisekedi à la cité africaine, on a dit, bon, cette histoire là-bas n'a rien du tout, puisque pour la plupart de certains compatriotes qui estimaient que Tshisekedi était un demi-dieu, bon, un grand parti politique quand même, sans problème. Vous l'avez reconnu. Je l'ai reconnu. Arrivé deuxième, mais qu'est-ce que ce parti représentait au sein de l'hémicycle? Puisque nous n'étions pas à l'exécutif, mais à l'on législatif. Combien de députés siégeaient au nom de l'UDPS? Ça, il faut se le dire. Alors, il y a eu tout ce qu'il y a eu, tout ça accord, puis après, bon, Kabila, toujours dans sa machination, ne voyait que dépasser ces dates-là, puis après, il y a eu, bon, interdiocèsain, ainsi de suite. Vital Kamerhe était également au nom de l'opposition signataire, avec les autres forces politiques. Mais la seule question que nous devons nous poser, c'est celle-ci. Qui n'a pas été roulé par la mouvance kabiliste à l'issue des dialogues? C'est ça la grande question. Et là, je le dis en âme et conscience, tous nous avons été roulés. Et classe politique, et la société civile, et la population congolaise. C'est-à-dire, tous les Congolais que nous sommes, nous avions été roulés par cette mouvance, puisqu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu une sorte de formation de gouvernement d'union nationale, entre guillemets, dont vous avez fait allusion ici. Nous avions 3 ministres, bien sûr, ce n'était pas 4. L'autre n'était qu'un allié. Et lorsque nous nous étions rendus compte que la mouvance n'avait pas l'intention d'appliquer à la lettre l'accord, nous avions pris nos responsabilités. Nous avions dit, nous ne pouvions plus cautionner le mal. Alors, assumons-nous. Nous avions quitté ce régime. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Au détriment même du parti, puisqu'il y a même certains cadres du parti qui l'avaient quitté, préférant rester au gouvernement. Voilà, Kangoudia, c'est le cas de comme le cas Kangoudia, bien sûr. Mais c'est vrai que Vital Kamerhe, l'UNC, c'est un peu comme si ces partis politiques sont en train de battre de l'aile, parce que maintenant, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est Moïse Katumbi. La peur au ventre, quand même. Hein? Non, écoutez, je crois que ça, c'est un discours purement politique. Ça, c'est un discours de la rue. Je m'excuse peut-être que vous comprendrez mal le terme, mais c'est cela. Écoutez, lisez même tous les rapports en rapport avec les activités des partis politiques en RDC. L'UNC fait partie des 5 formations politiques en RDC les mieux structurées, les mieux établies sur tout l'état de la province et les mieux organisées. Ne vous en faites pas pour ça. Avec un bastion beaucoup plus au sud Kivu. Non, mais non, je vous dis, je sais que ceux qui me suivent le savent bien. Et M. Crispin Salomo, d'abord secrétaire fédéral, aujourd'hui secrétaire fédéral de l'UNC, n'a pas été connu comme tel. Mais justement, puisque vous parlez de votre parti là-bas, on ne vous sent pas d'ailleurs. Non, écoutez, peut-être que c'est vous qui ne me sentez pas, mais je sais que ceux qui me suivent le savent bien et ils connaissent bien M. Crispin et savent ce qu'ils... Mais le problème, c'est quoi? Il y en a qui pensent peut-être que
nous, comme formation politique, devons faire les choses comme nos amis de la mouvance, puisque pour eux, même s'il faut organiser une petite activité, il faut aller mobiliser les femmes des marchés. C'est un problème de visibilité. Ils sont en politique. Ne vous en faites pas. Des fois, ce sont les doivent contraintes. capitaliser les énergies. Non, pas seulement cela, je vous dis. Et d'ailleurs, promenez votre micro, vous êtes journaliste. Allez vous renseigner. Même lorsqu'il fallait déposer une candidature, il fallait exiger même au moment des marchés à la cité, à Kabila, je ne sais où là-bas, pour qu'elles accompagnent certains C'est acteurs peut-être politiques, de manière délibérée qu'elles viennent. Non, elles aiment les autorités provinciales, bien, elles aiment les autorités urbaines, etc. J'ai dit voilà, bien une accompagnement. exigence. J'ai dit bien une exigence, une imposition. Et aussi, autre chose, vous savez, Machiavel l'a dit, hein, lorsque vous voulez asservir un peuple, appauvrissez-le. C'est l'un des principes qu'utilise la mouvance aujourd'hui. Il faut appauvrir les Congolais, et tout le monde sait que les Congolais sont à majorité pauvres. Lorsqu'on sait que non, il y a une petite réunion politique quelque part d'une formation politique, et qu'à l'issue de celle-là, il y aura 2500, 1500, 1000 francs, 5000, et ainsi de suite. Bon, les gens, ils viennent quand même. Appauvrir les Congolais, mais le discours du chef de l'État, il était quand même clair. Dire qu'il y a un pas de géant qui a été fait, même si c'est vrai qu'il y met un bémol, disant que il faut davantage travailler pour le social de la population. Oh, cher frère, vous savez, je crois que, et je le dis, vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Faites des investigations, et vous-même, étant compatriote, vous savez ce qu'est la vie du Congolais. Et lisez même le tout dernier rapport du PNUD. La RDC est l'avant-dernier pays au monde les plus pauvres. Même le PNUD a démontré qu'il y avait quand même non, ne vous en faites pas. Un résultat. Je voulais en venir. J'ai même suivi une fois le discours du gouverneur ici, qui a dit que nous devons sortir du contraste qu'il y a dans ce pays, où nous avons un pays le plus riche, et particulièrement la province la plus riche, mais avec la population la plus pauvre. Alors, si ceux-là qui gèrent le reconnaissent, voulez-vous que M. Crispin, qui vit dans cette population, qui est congolais, nous avons vu le Premier ministre qui a quand même visité les réalisations du gouverneur. Vous n'allez pas quand même dire que c'est pas éloquent quand même. Vous savez, chers frères, gouverner c'est prévoir, dit-on, et aussi, si les économistes avaient eu à pouvoir prendre le temps de ranger les besoins humains, c'était pas une chose aussi facile. Les besoins humains sont catégorisés. Il y a les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires, ainsi de suite. Si le Congolais n'a jamais quitté, n'a jamais eu à atteindre, à asseoir les besoins primaires, comment voulez-vous que nous puissions passer aux besoins secondaires? Parce que je vois ici nos amis de la mouvance ici s'éventer du rond-point, c'est pas moi. 9 sur 10, c'était la cote délivrée par le Premier ministre. Mais le Premier ministre est camarade au gouverneur. Ils sont de la même famille politique qu'ils appellent aujourd'hui, c'est pas moi, FCC, c'est pas moi, ça s'appelle comment là? Parce que j'ai même pas de... Je sais que ça s'appelle FCC. Un truc genre, c'est pas moi, ça s'appelle comment là? Non, c'est quand même. Alors, je sais qu'ils sont de la même famille. Importante. C'est ça que je dis. Ils sont de la même famille politique, ils ne peuvent que tenir ce genre de discours. Mais allons sur le terrain. Plusieurs fois, j'ai suivi le gouverneur ici. Quand il fustigeait la gestion de l'ex-province du Katanga, alors que en politique, nous ne pouvons pas subjectiver, nous ne pouvons pas rentrer à voir les individus qui gèrent, mais nous devons voir beaucoup plus les systèmes politiques. Et nous savons que depuis 2011, je parle de cette dernière législature, l'ex-province du Katanga, autant que le Lualaba, sont gérés par le système PPRD, puisque celui qui était à l'époque du Katanga était interféré à PPRD, comme celui qui est aujourd'hui au Lualaba. C'est-à-dire sur le système PPRD. Mais quel est le résultat sur le terrain? Parce que c'est eux qui sont là, c'est eux qui gagnent les élections, vous devez vous battre vous aussi pour que vous changiez la donne. Sans problème aucun. Et nous sommes là et ne vous en faites pas, nous allons arriver lorsque nous allons parler d'élections. Le système PPRD nous a démontré quoi? Les résultats probants. Je prends juste un exemple simple. Kasoulo, qui était un quartier résidentiel, aujourd'hui est devenu une carrière. Et ça, on ne l'a jamais vu depuis l'histoire de ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Et
vous connaissez ce que peuvent être les conséquences sur le plan environnemental, sur le plan moral, sur le plan humain, ainsi de suite. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a eu une avancée sur le plan social? Non. Et quel a été le résultat? Prenons juste l'exemple. On a pensé et on a fait croire aux Colossiens qu'écoutez, avec la délocalisation de Kassolo et de l'autre côté là-bas, avec CDM et consorts, les gens pouvaient peut-être se retrouver. Quelle est la situation actuelle de ceux qui ont été délocalisés? À Samoukinda, y a-t-il des écoles? Y a-t-il des centres de santé? Y a-t-il des bonnes routes? Y a-t-il des belles maisons? Vous avez la réponse. Ou peut-être que demain, allez investiguer. C'est rien du tout. Et quand nous prenons la vie ici, à tous les niveaux. Colosie, ça il faut se le dire, cette république vit de la province du Lualaba, et particulièrement de Colosie, puisque c'est ici où il y a plus de 80% d'entreprises minières. Mais quelle est la vie des Colosiens? Quelle est la vie de ces compatriotes avec lesquels nous vivons tous les jours? On a finalement un code minier qui a été révisé avec... ça paraît juteux quand même. Hein. Mais bien sûr, la mayonnaise va prendre bientôt. Non, ne vous en faites pas. Au Congo, ce n'est pas un problème de loi, ce n'est pas un problème de texte. Les textes, nous les en avons. Et nous les avons des bons textes. La plus grande difficulté que nous avons dans ce pays, c'est l'application de ces textes. Et nous comprenons pourquoi il n'y a pas cette application. Lorsque vous avez affaire à des gens qui ont perdu la conscience républicaine, qui ne voient que leurs propres intérêts, et je vous dis, tous ceux qui s'allient aujourd'hui à la mouvance, mais qu'est-ce que la recherche? Argent, poste, honneur, tout et tout. Je vous dis, ils ne savent rien de ce que vivent les Congolais, et particulièrement au Lualaba. Je vous dis, cher frère. Est-ce que vous ne pouvez pas accorder le bénéfice du doute à ces nouveaux codes de miniers? Non, papa, quel code minier? Et sera-t-il appliqué par qui? Kabila qui est fait mandat? Il y a toujours la continuité de l'État. La continuité de l'État, ce ne sera plus avec Kabila, ce sera peut-être avec Crispin, ce sera peut-être avec Vital Kamerhe, ce sera peut-être avec quelqu'un d'autre. Peut-être avec vous. Le chef de l'État, puisque vous le citez nommément, avait dit lui-même qu'il y aura élection. Ce me semble qu'il ne sera pas candidat. Vous y croyez donc, puisque vous dites vous-même non, cher ami. Vous savez, d'ailleurs, j'ai participé à un autre débat sur la question. Écoutez, vous savez, les Congolais n'est pas aussi naïfs qu'on le croit, ou que puissent le croire nos amis de la mouvance. Lorsque vous entendez un discours comme quoi le candidat de la majorité ou de la mouvance était, il est et sera le candidat de la mouvance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, j'ai suivi hier Kinké Moulumba ou quelqu'un d'autre qui sont des figures de proue de cette mouvance quand on leur posait la question. Mais écoutez, les BRTC sont ouverts pour le dépôt de candidature à la présidentielle. Quand est-ce que la mouvance, qui se disait toujours être prête à déposer les candidatures, quand est-ce qu'elle dépose il y a encore assez de jours, monsieur Crispin. Autour du chef de l'État, il peut y avoir des louangeurs, des turiféraires. Le chef de l'État lui-même dit il va respecter la Constitution. Il risque de surprendre ces turiféraires-là. Ne vous en faites pas. Je sais que nous faisons une opposition objective. Nous accordons encore le bénéfice du doute à M. Kabila, mais ne vous en faites pas. Il ne nous reste peut-être que quelques 10 jours, et vous le saurez. Mais les signes avant-coureurs le démontrent. Lorsqu'on pose la question au porte-parole, la mouvance ou du FCC, c'est pas moi, et qu'on lui dise, mais qui est candidat, et qu'ils vous disent non, attendez, nous allons déposer notre dossier le tout dernier jour et à la dernière heure. C'est justement de stratégie. N'empêche, ce qui est normal. Mais vous avez suivi, vous suivez les médias. Quand les amis du PPRD disent ici, même ici, le gouverneur l'a dit hier, je l'ai suivi quand il était à Kassolo. Quand il dit que non, le candidat du PPRD, c'est Joseph Kabila, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voulez peut-être que quelqu'un d'autre vous dise le contraire? Non, mais ils ne sont pas forcément dans les secrets du chef de l'État. Peut-être qu'ils seront désagréablement surpris. Mais non. Kabila est appelé autorité morale à la mouvance. C'est-à-dire toutes les décisions lui reviennent. Et si peut-être il y en a qui croiraient que non, écoutez, à la mouvance, il y a un autre candidat, mais non. Je le dis ici, en face de vous, au rond-point ici, il y a une pancarte sur laquelle est écrit et je traduis ça en français. Continuez avec le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit à quelqu'un de continuer,
On pense peut-être qu'il va s'arrêter. Et il a peut-être à moins que l'on soit si naïf. un dauphin, ça se saura. Il va léguer toute sa sagesse, toute sa intelligence pour que le Congo s'élève sur un piédestal. C'est pas ne vous en faites pas, je l'ai dit, et jusqu'à preuve du contraire, nous pensons, nous osons croire que Joseph Kabila respectera la Constitution. Nous osons croire. Puisque il le dit, mais essayons d'attendre 9 ou 10 jours qui nous restent. Il y a Jean-Pierre Bemba qui arrive sous peu, ce serait le 31, ce me semble. Il y a Moïse Katumbi qui est déjà en route, accompagné d'une forte délégation. C'est quand même de poids lourds qui vont déranger l'UNC. Déjà, l'AMP dit que Jean-Pierre Bemba, il est hors course. Oui, bon, c'est de la guerre politicienne. Comprenez que, bon, quand il y a des annonces comme celle-là, à la mouvance, ça fait quand même du tri, ça dérange un tout petit peu. Mais quant à nous, UNC, est-ce que la venue de nos amis de l'opposition, entre autres Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, peut nous déranger? Non. Je l'ai dit plusieurs fois, et ça je le répète ici. Vital Kamerhe est le pionnier de la candidature commune de l'opposition. Depuis 2016, il s'est mis à contacter les autres chefs de file de l'opposition. Il en a encore parlé il y a peu de temps. C'est lui. Ce serait lui, ce serait Jean-Pierre Bemba, ce serait Félix, ce serait qui? Oui. En fait. Alors, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi reviennent en RDC, ça ne nous dérange rien. D'autant plus que nous travaillons sur cet objectif-là. C'est vrai que pour une élection à un seul tour, la candidature commune n'est pas une nécessité impérative ou une conditionnalité, puisque à une élection à un seul tour, tout celui qui arrive en premier, même avec 6%, pourvu qu'il soit premier, il est proclamé chef de l'État. Alors, mais l'idéal pour nous, ayant compris les desiderata du peuple congolais, ayant compris le souci du Congolais qui veut l'alternance, et qui s'est vu désabusé par la mouvance kabiliste qui a géré il y a longtemps, écoutez, le Congolais attend qu'il y ait une alternative crédible. Et nous restons... Ça va se passer avec la machine à voter. Bon, jusqu'à preuve du contraire... Non seulement que toute l'opposition politique refuse la machine à voter, mais également la société civile, et même, vous avez suivi récemment une déclaration qui est venue des États-Unis, et même de la Corée du Sud, où le gouvernement s'était désengagé et a même sanctionné l'entreprise qui nous a livré ces fameuses machines. Jusqu'à preuve du contraire, nous disons, nous étions préparés pour les élections il y a longtemps. Et nous sommes prêts pour ces élections. Et vous, mais vous êtes pas candidat, avec la machine. vous êtes candidat à quel niveau? Monsieur Crispin Saloumou est candidat député provincial. Il est aussi candidat député national. Et d'ailleurs, il dépose son dossier à la députation nationale, peut-être d'ici le 4 ou le 5. Candidat député provincial, pour quelle ambition? Oh, allez, ça c'est une bonne question. Et, écoutez... M. Saloumou n'a pas commencé la politique aujourd'hui et je crois que ceux-là qui le côtoient et qui le connaissent bien le savent bien. Si aujourd'hui nous sommes engagés dans cette lutte, c'est pour que nous puissions apporter notre pierre à l'édification de cet État. C'est pour que nous puissions relancer ce qui n'a pas été fait. C'est pour que nous puissions corriger les failles. Mais candidat gouverneur, c'est ce que vous voulez dire? Il n'empêche, si cela pourra être possible, mais pourquoi? C'est un droit constitutionnellement reconnu à chaque Congolais. Il n'empêchera pas peut-être que M. Saloum soit candidat gouverneur. Cela n'est pas exclu. Vous êtes gouverneur de la province, peut-être bon vent à vous. Ben, c'est aussi la sécurité dans votre ville Kolwezi. Oui, et s'il y a eu cette situation, ou que s'il y a cette situation aujourd'hui, c'est puisque ces inciviques ont compris qu'il y a des dirigeants qui se sont départis de leur mission. Ils ont compris qu'il y a l'absence de l'État. Et il y a quand même des autorités qui fournissent un effort. La police mène parfois des patrouilles diurnes et nocturnes. Ne vous en faites pas, ça c'est le chapelet des bonnes intentions que nous avons connu il y a plus de 10 ans. Hein. Ça c'est le même discours. Nous fournissons des efforts, nous allons améliorer, ainsi de suite. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui à Kolwezi, nous ne l'avons jamais connue.
s'il y a des bandits qui peuvent opérer pendant la journée, et à quelques 500, 800 mètres... Ils ont encore dévalisé la nuit d'hier 6 maisons vous comprenez, dans la ville. Alors, vous pensez qu'il y a la sécurité? Non. L'État est déliquescent. Et ça, c'est certain. Ces bandits, ces inciviques se sont rendus compte qu'il y a des gouvernants, des dirigeants qui s'évertuent beaucoup plus à chercher argent, qui se livrent Non, à mais autre chose qu'à leur on mission sent quand même- régalienne. on sent quand même qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Il ne faut pas le balayer par un revers de la main. On voit la police qui est là, mais bon, peut-être un peu mal lotie, mais il y a quand même quelque chose qui se réalise dans votre ville, dans votre province. Écoutez, chers frères, je sais que nous devons être objectifs et nous devons dire les choses telles que se présentent. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un accident ici où des policiers qui poursuivaient juste un simple motard, il y a eu un accident ici et l'un des policiers était décédé. Mais est-ce que c'est ça la mission de la police? Poursuivre les simples motards ici qui recherchent la vie, et ainsi de suite. Mais quand il y a des cas où on opère à 20h, à 21h, c'est vrai que personne ne peut se mettre à l'abri de l'insécurité. Ça, nous le reconnaissons, puisque même aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs, l'insécurité n'est pas du tout garantie à 100%, ça nous devons le dire, mais ces inciviques ont compris qu'il y a la déliquescence de l'État. Et je répète et je souligne cela. Ils ont compris qu'il y a des dirigeants qui ont oublié leur mission. Et voilà qu'ils se livrent à n'importe quoi. C'est que nous déplorons d'ailleurs. Alors, tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est rappeler à ceux que nous dirigent qu'écoutez, ils ont des missions qui leur ont été confiées, aidées par la Constitution, aidées par nos lois. Voilà pourquoi il faut qu'ils puissent rentrer, quel que soit le temps qui reste. Puisque ce qui est vrai, vous savez, avec la fièvre électorale, tout le monde s'active, tremblote un tout petit peu, comment est-ce qu'il faudra peut-être rechercher les voies à gauche, à droite. Mais lorsque vous n'avez pas fait votre travail, la moindre des choses que faites, c'est le reconnaître. C'est aussi la presse qui doit vous accompagner. Les journalistes du Lualaba, ils ont célébré aujourd'hui la journée nationale de la presse qui devait être célébrée le 22 juillet. Est-ce que c'est une presse professionnelle? Parce que le message qui a été véhiculé, c'est que notamment, il faut former ces journalistes parce que c'est des amateurs aussi. Oui, aussi, nous devons être sincères. C'est vrai que les journalistes au Lualaba, à Colosie particulièrement, abattent quand même un grand travail, mais écoutez, à l'impossible n'était dû. Nous savons très bien que la plupart des chaînes ici à Colosie sont des propriétés privées des acteurs politiques de la mouvance. À un certain moment, les journalistes se départent de leur éthique déontologique, puisque des fois, ils sont soumis à dire ce que voudrait entendre les patrons. Des fois, il faut louer ceux qui dirigent puisqu'ils sont de leurs composantes politiques. Et des fois, eux-mêmes savent qu'écoutez, il y a certaines histoires et certaines vérités qui ne doivent pas être dites. Pourquoi? Puisqu'ils sont aussi assujettis à leur contrat de travail. Et ça, c'est un fait. C'est vrai qu'il y en a qui s'efforcent quand même à faire un peu professionnellement le travail, mais je vous dis ce qui est vrai, sincèrement, pour ce qui est du cas de Colosie, ça nous le déprend toujours, puisque c'est vrai, vous êtes là, ça fait plus de 3 ou 6 mois peut-être, mais c'est une première fois que M. Saloum soit reçu ici, hein. Tout ça puisqu'il est l'opposition. Et non seulement ici. Il y a même vous passez toujours dans le journal de Wangou. Vous n'êtes pas un monsieur facile à avoir. C'est ça aussi. Non, mais c'est Saloum est là. Et d'ailleurs, s'il y a des acteurs politiques qui sont facilement trouvables, le premier c'est M. Saloum. Posez la question. Pourtant, vous savez que Wangou a toujours été jugé des médias de l'opposition. Non, écoutez, ça c'est vous qui le dites. Tout le monde sait très bien que les tendances qu'il y a ici sont celles que nous connaissons tous. Il peut y avoir des tendances, même pas forcément les tendances dans la tête des journalistes. Je ne vous incrimine pas. Je sais que les journalistes sont astreints également à leur contrat. Et nous connaissons qui sont les patrons des chaînes de télévision en Colosie. C'est vrai, nous louons le travail que nous faisons, puisqu'il y a eu des fois que vous nous voyez, vous nous posez certaines questions, mais des fois, c'est quand il y a des questions les plus ultimes que vous recourez à nous. Quand il y a d'autres situations, bon, vous êtes là également pour chanter les louanges de ceux qui nous gèrent. Il y a les journalistes, il a une éthique et une déontologie, donc il doit la respecter. Mais parlons quand même du code minier. Comment vous avez accueilli ces codes miniers révisés?
C'est vrai. D'abord, là, je suis très à l'aise puisqu'il en est de mon domaine. Je suis juriste de formation. Et personnellement, j'ai eu à soutenir ce nouveau code minier qui venait d'être promulgué il n'y a pas longtemps. Et pourquoi? Vous savez que cette république avait été victime du marchandage et même de beaucoup d'abus. Si un investisseur peut venir ici en RDC et exiger que l'État congolais se soumette à ses obligations, mais à moins que l'on se retrouve dans une république bananière, et tel fut le cas il y a longtemps, où des investisseurs pouvaient venir ici et imposer leur point de vue au gouvernement congolais. Alors, lorsque les députés, les sénateurs, c'est-à-dire le Parlement congolais, a trouvé qu'il fallait réviser ce code, puisqu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans l'ancien code, celui de 2006 et de 2004, alors j'ai dit que c'était un travail louable. Et j'avais vraiment loué les travaux qui ont été faits et à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui est vrai. Et même quand nous examinons la loi, sûrement, qu'elle protège les intérêts de la République, c'est qui est une bonne chose. Mais le problème, je l'avais dit, c'est pas que nous manquons de lois RDC. Non, les lois, nous les en avons. Il y a tout un pléthore. Le problème, c'est l'applicabilité. Lorsqu'on sait très bien, de fois, que ce sont les dirigeants qui ont des deals avec ceux qui viennent investir, et ainsi de suite, vous voyez, c'est ce qui fait que, de fois, la loi ne soit pas, ne soit pas appliquée. Alors, pour ce qui est du nouveau code minier, j'ai vu les petites menaces des entreprises minières à gauche, à droite. Écoutez, nous allons faire, mais nous allons faire. C'est vrai. Mais qui les a obligés que de venir ici? Si elles ne sont pas d'accord avec les lois du Congo, mais elles ne peuvent que partir. Je peux prendre un exemple. Je ne veux pas citer une entreprise ici, de peur de ne pas faire la publicité. Il y a un investisseur qui est parmi les grands qui est ici à Kolwezi, qui a investi et ici à Kolwezi, en RDC et en Zambie. Mais je vous dis, en Zambie, avant que ces messieurs ne commencent même à exploiter, il était obligé de moderniser tout un petit village pour en faire une ville. Mais ce qui n'a pas été le cas ici. Vous voyez, les villages qui sont aux alentours des entreprises minières ici, vous n'allez même pas retrouver une maison à briques. Vous ne retrouvez que des bâches. Mais quand ça fait 17 ans, ça fait 17 ans qu'il y a la gestion de M. Kabila et toute sa bande. Et vous attendez peut-être que non, qu'il y ait le départ de ce groupe et que il n'est demain, toujours pas tard de mieux faire. Vous serez demain peut-être une autorité importante dans le Lualaba demain. Ben, l'après-mine, c'est aussi l'agriculture. Et on dépend toujours des aliments qui viennent d'ailleurs. C'est quand même la catastrophe. Hein. Une très bonne chose. D'ailleurs, je crois que vous commencez à donner certaines preuves de ce que j'avais dit avant, que la gestion de la mouvance n'était que chaotique, puisque nous allons bien nous rappeler. Et durant la législature de 2006, il y a eu un projet le projet que M. Kabila avait amené devant le Congolais, ça s'appelait 5 chantiers. Et dans les 5 chantiers, il y avait projet agriculture. Quels étaient les résultats? Alors, voilà. Vous comprenez que tous ces slogans, nous sommes habitués à cela. Alors, les Congolais n'ont plus besoin de ce genre de discours. Il attend aller aux élections au 23 décembre pour qu'ils se choisissent des dirigeants dignes de confiance, ceux qui pouvaient faire remonter la tangente et redonner les sourires à ce peuple qui a longtemps souffert. Je voudrais encore rappeler que vous êtes le secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, où oui. Vous êtes dérangé pour venir nous voir. Deuxième invité de l'émission en toute franchise, ça a été un vrai plaisir. Oui, effectivement, sûrement que c'est pour nous plus qu'un honneur. Je vous dis sincèrement, je suis plus que flatté, ça me fait énormément trop de plaisir. Je vous le reconnais, je suis vraiment content d'avoir été ici et sûrement, j'ose le croire, que ce ne sera pas une dernière fois. Non, revenez quand vous voulez. Mesdames, messieurs, c'en est fini avec ce deuxième numéro de l'émission en toute franchise qui a brossé l'actualité en République démocratique du Congo, aussi dans le Lualaba. Merci et à samedi prochain. Bye.